Retrouvez dans un instant une table ronde enregistrée samedi 25 mars 2023 à la librairie Ombre Blanche avec l'équipe de Francis Saint-Dizier des Rencontres des cinémas d'Amérique latine à l'occasion de la 31e livraison de la revue Cinéma d'Amérique latine et du festival Ciné Latino qui se tenait du 24 mars au 2 avril 2023. Bonjour. Comme on est 4 à la tribune, il faudrait être quand même plus de 4 dans la salle. Voilà, donc on savait qu'avec l'horaire, la présentation à cette heure-ci de la revue n'attirerait pas les foules, d'autant que les foules sont en train de se reposer de la manifestation d'hier. Et que donc, voilà, donc la revue Cinéma d'Amérique latine, 31e numéro, donc une longue continuité. Donc, le numéro de cette année, vous le verrez, est particulièrement riche. Alors, que vous dire de cette revue? Cette revue, elle est un peu particulière, puisque il y a un secrétaire de rédaction qui est Jacques, des bénévoles qui font le comité de rédaction, moi qui fais la direction de publication, parce qu'il faut bien que quelqu'un aille au tribunal si tout va mal. Lorena qui fait le maquettage. Voilà, donc c'est une revue très particulière puisque tout le monde est bénévole. Les écrivains, les traducteurs, moins Lorena qu'on est obligé de payer un peu parce que sinon, voilà. Et donc ça fait 31 numéros qu'on arrive à faire, avec chaque fois un panorama assez complet de ce qui s'est passé du côté du cinéma à l'Amérique latine dans l'année précédente de la revue. Voilà ce qu'on essaye de faire. On essaye de faire que ce soit une revue de fond sur le cinéma d'Amérique latine, c'est-à-dire pas uniquement des articles critiques. Il y a des critiques, bien sûr, mais il y a aussi bien d'autres choses, des réflexions théoriques sur le cinéma tel qui se produit en Amérique latine. Et cette année, le thème, vous l'avez peut-être vu, puisque c'est le titre de la revue, les nouvelles contrées cinématographiques, filmiques. C'est simplement de faire que on sorte des mégalopoles latino-américaines qui sont nombreuses, Mexico, Bogota, Rio, etc. C'est vrai que dans ces grandes agglomérations vit plus de la moitié de la population de ces pays. Avec Esther, on était à Mexico au mois de novembre, 25 millions d'habitants, vous imaginez. Bon, c'est un truc. Une petite ville, Morelia, où il y a un festival de cinéma, c'est 700 000 habitants. Beaucoup des habitants d'Amérique latine vivent dans ces endroits-là, mais ce n'est que 60% de la population, donc les 40% restants vivent dans des petites villes, à la campagne, au bord de la mer, etc. Et donc on a voulu donner un éclairage particulier sur ce qui se fait en dehors des mégalopoles, puisque le cinéma, à l'image de la population, se produit beaucoup dans les mégalopoles, mais quand même il existe un cinéma produit dans les petites villes, dans les campagnes, dans les communautés autonomes, etc. On a voulu donner l'accent là-dessus. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long pour la présentation. Vous n'avez que 185 pages à lire pour en avoir le contenu. C'est vite fait parce que vous n'en lisez que la moitié, soit en espagnol, soit en portugais, soit en français. Donc en fait, 185 pages, c'est la moitié, 90. Sauf ceux qui lisent dans les 3 langues pour l'exercice de style. Bien, Jacques. Oui. Toi qui as coordonné la revue, donc oui. Parle-nous des choses concrètes, c'est-à-dire ce qui a été difficile à organiser, ce qui a été facile. Voilà. Oui, alors peut-être une particularité de cette revue, c'est que aussi, Francis l'a précisé dans les grandes lignes, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des pages blanches que remplissent les auteurs latino-américains, que ce soit des historiens, historiennes, des cinéastes, des techniciens,
des universitaires. Donc c'est quand même très très large. Et c'est eux qui, depuis les 30 numéros précédents, donnent un état des lieux chaque année de leur cinéma. Que ce soit des Caraïbes espagnols jusqu'à la Patagonie. On a comme ça, si on met les numéros bout à bout, l'évolution du cinéma latino-américain depuis 30 ans, depuis un peu plus de 30 ans. Et c'est ce qui fait son originalité, c'est-à-dire, ça n'est pas la facilité d'une revue qui envoie un journaliste pendant 2 mois à Mexico faire le tour des maisons de presse, de quelques revues existantes, et qui, de retour en France, écrit son article. Non, non, ça n'est absolument pas ce genre de choses qui a été mis en place. Et je crois qu'il faut le préciser parce que ça a été la première, et jusqu'à maintenant, c'est quand même la seule publiée en France, et peut-être même en Europe. Donc voilà, et peut-être même ailleurs. Oui, oui, tu as raison, Odile, oui, tout à fait. Et donc voilà. Et le numéro de cette année a été donc consécutivement à l'appel à articles que nous lançons généralement en début d'été. En fonction des articles qui nous reviennent, le comité de rédaction sélectionne les articles et essaie de se contenir au-dessous de 200 pages. Cette année, il y a eu quelques difficultés à pouvoir se contenir dans ces 200 pages, dans la mesure où de très très nombreux articles acceptés ont contraint à gagner un peu d'espace. Il n'empêche que la revue comporte 10 articles consécutifs à cet appel à articles, qui a permis de faire un sous-groupe, dira-t-on, dans cet appel à articles, qui, comme vous l'avez vu et vous l'avez lu, ce sont les nouvelles contrées filmiques, donc des jeunes réalisateurs et réalisatrices issus des écoles de cinéma dont tous les pays maintenant, que tous les pays ont depuis maintenant de nombreuses années pour certains, et également chacun ont mis en place, pour ainsi dire presque la totalité, des lois sur le cinéma et l'audiovisuel qui permettent d'alimenter économiquement cette pratique. Et donc, on a constaté, et la rédaction avait constaté que depuis une bonne dizaine d'années, ces jeunes réalisateurs issus des écoles vont filmer l'intérieur du pays. Alors, ce qui peut les toucher de façon autobiographique, parce qu'ils sont issus de ces régions, soit parce que le scénario comporte effectivement aussi des choses issues de ces régions. Et puis, surtout, il faut surtout se mettre avoir en mémoire l'échelle de ces pays. Le Brésil, c'est 16 fois la France, je crois, ou 15 fois, ou 17 fois la France. Donc imaginez qu'en fait, et je glisse sur le Brésil, justement, puisque grâce à Sylvie qui est là, elle a pu aménager au sein de cette thématique, une thématique qui correspond au Brésil, et qui, au Brésil, correspond à une région qui s'appelle le Minas Gerais. D'ailleurs, à ce sujet, tu pourrais peut-être, Sylvie, nous indiquer comment est arrivé cet ensemble d'articles que tu as à la fois sollicité et à la fois imaginé. Je passe la parole à Sylvie qui commence en portugais puis qui poursuit en français. Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire ça. Effectivement, comme ça a été dit, donc l'appel à article était les nouvelles contrées filmiques, puisqu'on s'est rendu compte, comme le disaient Jacques et Francis, on suit toujours l'actualité cinématographique dans différents pays, et on a vu des éclosions dans différents pays, ici et là, de cinéma plutôt régionaux, donc sortis des grands axes de production.
Alors, en ce qui concerne effectivement le Brésil, il y a plusieurs pôles en dehors maintenant de Rio et de São Paulo où il y a une grande production de cinéma. Je peux citer Recife par exemple, mais Recife reste peut-être encore plus traditionnel dans un cinéma plus classique. Alors pourquoi Recife? Parce qu'aussi le gouvernement, enfin de l'État du Pernambuco investit beaucoup d'argent. C'est une question politique pour que l'image apparaisse. En revanche, ce qui s'est passé dans le Minas Gerais, qui est une région donc de l'intérieur, entre Rio, São Paulo et Brasilia, si on peut dire, mais qui est à peu près de la taille de la France, enfin qui est de la taille de la France, et qui est la 3e région économique. Mais c'est aussi une région justement parce qu'il y a des mines où il y a eu beaucoup d'esclaves, et donc plus de la moitié de la population est noire. Et vous savez que récemment, assez récemment, c'est sous le premier mandat et le second mandat de Lula, qu'on a, grâce à des quotas qui ont été votés pour les universités, pour la première fois, des Noirs, des Métis et des Indiens ont eu accès à l'université. Donc, ce qui a permis à des personnes, et notamment effectivement tous les gens qui travaillent, une grande partie des gens qui ont monté Filmes de Plástico, etc., sont issus, c'est vraiment les premiers fruits recueillis de cette politique de Lula. Effectivement, dans le Minas Gerais, alors il y a Belo Horizonte qui est la capitale, mais il y a une périphérie très, très connue, notamment Contagem, d'où sont sortis un certain nombre de cinéastes, et notamment donc, Gabriel Martins, dont le film Marteum, que nous avons présenté l'an dernier, a été indiqué pour représenter le Brésil pour les Oscars, enfin des films étrangers aux Oscars. Donc c'était assez intéressant de demander d'abord à ces personnes, à ces cinéastes, comment ils ont réussi à s'organiser, parce que non seulement ils ont eu, grâce aux bourses du gouvernement Lula et grâce aux quotas du gouvernement Lula, pu faire des études de cinéma, mais ils ont décidé alors de travailler chez eux. C'est-à-dire de travailler avec beaucoup d'acteurs non professionnels, donc les gens de la communauté, parce que alors, une fois qu'ils avaient la formation, mais ils n'avaient pas les moyens de produire. Et puis, pour pouvoir accéder aux aides qui sont données par différentes instances, qui d'ailleurs dont beaucoup ont été supprimées sous le gouvernement de Bolsonaro, il faut aussi déjà avoir le langage, avoir les contacts, connaître les gens, ce qui n'était pas du tout non plus dans leurs possibilités. Donc, en se regroupant entre eux, en louant du matériel et en faisant travailler un certain nombre de leurs amis, de leur famille, comme acteurs, dont certains sont devenus des acteurs professionnels par la suite, puisqu'ils ont pu travailler sur d'autres films, en utilisant leur quartier comme décor de film aussi. Ça a été donc facile pour eux, puisqu'ils n'ont pas été obligés de fermer des routes, etc., pour pouvoir filmer. Ils ont donc ainsi commencé à raconter leurs histoires. Et ça aussi, c'était important, c'est-à-dire que c'est vraiment un cinéma qui vient de l'intérieur et qui raconte leur vécu. Et ce sont des gens qui n'ont jamais vraiment été représentés dans le cinéma, et pour cause. On a parlé, ou alors, parfois lorsqu'on parlait des périphéries, ou souvent même lorsqu'on parlait des périphéries, c'était quand même un peu le regard de l'extérieur, quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui montrait ce qui se passait là. D'ailleurs, le film le plus terrible sur ce côté-là, c'est un film de fiction qui était Cité de Dieu. Donc c'était vraiment, alors avec une virtuosité cinématographique, mais montrer comment, dans les favelas, les gens finalement se tuaient entre eux. Et c'était très bien parce qu'ils n'allaient pas contaminer le reste. Donc on a eu cette éclosion dans le Minas Gerais. Et parallèlement à ça, comme un certain nombre donc, de réalisateurs ont pu faire des films, mais pareillement, ils n'étaient pas introduits dans le marché du cinéma. Il leur fallait aussi trouver des distributeurs. Et c'est comme ça que Mbaouba Film a commencé. C'est quand Arabia, que nous avons présenté aussi à Toulouse, avec João Douance et Afonso Ochoa, qui ont dit, bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire pour distribuer? Et Daniel Queiroz donc, a commencé, c'était le premier film. Comme le film a eu pas mal de prix, donc ils ont pu se lancer et ils ont pris ensuite tous les films de Filmes de Plástico, entre autres, toutes les productions locales. Et il y a eu un troisième point très important qu'il faut comprendre pour le Brésil, c'est le rôle joué par les festivals. Alors,
grâce aussi aux années Lula, Universo Produção a pu créer et développer 3 festivals en Minas Gerais, d'ailleurs auxquels on avait participé, puisqu'on a été, le Cine Latino a pu servir aussi de modèle ou de référence. Un festival à Tiradentes qui se passe tout de suite en janvier, en début d'année, et qui présente vraiment les nouveaux films au Brésil. Donc si on veut savoir ce qui se passe, voilà, c'est à Tiradentes qu'il faut aller. Et la particularité de ce festival, c'est que non seulement donc, on projette bien sûr les films, mais il y a des tables rondes critiques. Donc il y a tout un travail aussi critique, d'analyse, des publications qui sont faites. Et on organise aussi des ateliers. Et d'ailleurs, les gens qui viennent de films de plastique, on peut profiter des ateliers gratuits, donc organisés dans le cadre du festival. Donc on voit ici que les différentes, je dirais, branches de la production cinématographique ont pu se développer ensemble grâce justement aux politiques mises en place par le gouvernement Lula, par la création de l'ANCINE, etc. Donc je trouve que c'était effectivement une belle occasion de montrer comment aussi le tissu économique, le tissu universitaire voilà, fonctionne pour qu'on puisse arriver à un tel résultat et de qualité, puisque c'est un film que, je vous l'ai dit, Marteum avait été sélectionné parmi les films brésiliens pour représenter le Brésil aux Oscars. Voilà. C'est la première année qu'on a fait la revue en numérique. Pour ceux qui sont un peu dans l'édition, on a l'impression offset et l'impression numérique. Parce qu'on a dû réduire le nombre d'exemplaires aussi. L'année prochaine, on va revenir au tirage initial parce qu'on a eu... En principe, on n'allait pas avoir cette deuxième découverture, mais on l'a eu finalement. Donc, bon, ça c'est... Et donc, la revue, elle est un peu différente. Elle a plus de grammage, vous avez pu le voir. Elle est plus épaisse. Et l'impression, elle est un peu différente et c'est plus contrasté. Bon, moi, ça ne me déplaît pas. Ça va, enfin, non, on en a parlé entre nous avant, ça va. Il y a des photos un peu, il y a plus de contrastes. Si l'année prochaine on va continuer en numérique, je vais tenir compte de ces petits changements, mais les niveaux de gris sont beaux, sont un peu sépia, donc ça va. Et sinon, par rapport à la revue cette année, ben, comme d'habitude, moi j'aime beaucoup la faire. On travaille bien, même entre nous tous. Et, ils sont là, vous êtes là tous, donc félicitations. Et voilà, non, elle est très intéressante, je trouve, les nouvelles contre-filmiques. C'est super, ça a été très joli de le faire. Et puis hier, j'ai vu le film Los Reyes del Mundo. Il y a un super entretien que je vous conseille ici, dans la revue, de Tres mujeres en la selva, de Julián David Correa. Vraiment, il faut le lire, ça éclaire beaucoup sur ce film. Et tout le reste, c'est super. Non, vraiment. Moi, je n'ai rien à dire. Oui, il faut l'acheter. Vraiment, ça va devenir... Dans 20 ans, vous pourrez la revendre très, très cher. Je suis sûre. C'est un investissement. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, le tirage de 300. C'est des bijoux. Voilà, donc, voilà. Alors, je ne sais pas quoi. Alors, simplement, premier commentaire. Bolsonaro a supprimé le ministère de la Culture. C'était devenu un secrétaire d'État rattaché au ministère des Sports. Donc, dès que Lula a été élu, il a réintroduit un ministère de la Culture avec une ministre de la Culture, qui est une chanteuse de Bahia. Donc, il continue dans cette filière où il y avait Gilberto Gil. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses qui s'est produit la semaine dernière, c'est que ce que rappelait Sylvie, la politique des quotas a été bien sûr réintroduite pour les gens qui sont afrodescendants ou métis ou descendants des Indiens. Et il a rajouté en plus quelque chose à ça, c'est qu'à partir de cette année, 30% des fonctionnaires
tous fonctionnaires confondus, État, région, ville, sont originaires de ces populations afrodescendantes. C'est un quota nouveau, hein, il n'existait pas avant, il ne l'avait jamais pas fait. Et donc, oui, c'est indigène, et métis. Hein, c'est les populations non blanches, je vais dire. Voilà. Et ça va probablement jouer un rôle non négligeable dans le renouveau du cinéma, qui était bien sûr en difficulté avec Bolsonaro, puisqu'il avait supprimé plein d'aides. Donc, Sylvie essayait de faire le compte des aides supprimées, et il n'arrivait pas au bout, tellement il y en avait de supprimées. Oui, en particulier Anciné, hein, donc, qui avait été créé en 2002 et qui est un petit peu l'équivalent du CNC. Et ben, je regardais dernièrement un article qui était paru sur la gestion d'Anciné pendant les 4 années qui viennent de se passer, et à peu près tout a été supprimé. Enfin, les accords bilatéraux de coproduction, les aides pour les distributeurs, les petites salles, les petits cinémas de rue. Enfin, je suis ahuri de voir. J'avais suivi certaines abolitions, mais là, ça, voilà. Alors, pour répondre aussi à la question de l'impact, alors ce qu'on a observé, c'est pendant ces... Alors, bien sûr, le cinéma qui a pu se produire aussi, encore sous les années Bolsonaro, parfois bénéficiait d'aides qui avaient été votées auparavant. Et vous savez très bien qu'un film, c'est souvent un processus de 5 ans à 10 ans. Donc, on pu se réaliser des films. C'est maintenant qu'on va voir la chute, parce qu'il n'y a pas eu d'aide. Donc, c'est dans les années à venir, on verra le nombre de films diminuer. Mais ce qui s'est passé, donc paradoxalement, c'est que pour la première fois, les films qui sont sortis, parce que même Marte il était déjà en gestation avant que n'arrive Bolsonaro. On ne s'y attendait pas, d'ailleurs personne ne s'y attendait. Et donc les réalisateurs ont expliqué qu'ils ont un petit peu changé l'histoire pour... Alors, ils ne voulaient pas frontalement dénoncer ce qui s'est passé, mais on comprend très bien par l'histoire qu'il raconte. Il y a eu d'autres films de fiction comme A que horas ele volta, qui montrent un simple intérieur qui le montre. Donc, paradoxalement, le cinéma brésilien a gagné énormément d'importance dans les festivals étrangers, parce que ce qui est arrivé, ce sont des films, entre guillemets, de contestation. Alors que ce soit des documentaires qui ont vraiment abordé la question, comme les documentaires de Maria Augusto Ramos, par exemple, ou de façon interne, en racontant simplement, de façon fictionnalisée, la situation du Brésil. Donc ça a attiré beaucoup d'attention et ça a donné effectivement une importance au cinéma à l'extérieur. Alors ce n'est pas parce qu'il a eu des prix à l'extérieur que le cinéma est distribué au Brésil. Et de toute façon, sous Bolsonaro, on a encore perdu 500 salles. Hein. On a à peu près 3000, on n'a même pas la moitié du nombre de salles que nous avons en France. Donc, il faudra attendre. Alors, c'est vrai aussi que ce cinéma d'auteur, déjà le cinéma brésilien circule de façon confidentielle, puisque c'est essentiellement les films américains qui sont distribués. Mais il y a quand même un réseau donc, qui s'est mis en place. Alors, peut-être des ciné-clubs ou des films qui sont utilisés pour des débats, pour des discussions, alors parce que beaucoup de thèmes, alors que ce soit l'écologie, que ce soit les questions LGBTQ, queer, l'évangélisme aussi, donc la montée de l'évangélisme, toutes ces thématiques sont vraiment présentes. Hein. Donc il y a une diversité aussi des sujets qui sont abordés, qui n'ont pas été abordés antérieurement. Dans la cinématographie brésilienne, et qui sont utilisés aussi par des associations, par des ONG ou autres, pour mettre sur pied, au grand jour, un certain nombre de questions à résoudre. Donc, on va voir maintenant ce qui va se passer. Je pense que c'est un mouvement de fond qui a été entamé par la présence de ces réalisatrices aussi, beaucoup plus de femmes, de réalisateurs et de gens issus effectivement, soit des Indiens, soit des métis, soit des afrodescendants, qu'on ne voyait pas avant dans le cinéma. Nous, pour ce qui nous concerne, on va bien sûr reprendre contact avec le nouveau ministère de la Culture pour voir comment on peut participer de ce mouvement pour montrer le cinéma brésilien en Europe à partir du Festival de Toulouse. Hein. Une petite parenthèse,
cette revue n'est pas que sur le Brésil. Donc, même si la présence de Sylvie fait que le Brésil est écrasant là aujourd'hui, mais ça commence par un article. Le premier article est un article sur le Chili et sur le coup d'État. Justement pour montrer à quel point le retour en arrière avec le cinéma de l'histoire récente de l'Amérique latine est importante pour faire que l'histoire soit mieux perçue et mieux racontée. On a bien sûr le Mexique, qui est aussi la Colombie. Voilà, donc, on essaye de retracer les éléments forts du cinéma latino-américain, avec le fait qu'il y a du cinéma en espagnol et du cinéma en portugais, c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Il y a aussi la transcription de la table ronde qu'il y a eu. Ça, c'est vachement intéressant, je vous le recommande aussi, avec cette journaliste critique de cinéma. Ouais, bon, une personne des cahiers du cinéma, les autres non. Et ça, c'est très intéressant aussi par rapport à la pandémie, comment ça a changé toutes les habitudes de regarder ou pas. Moi, je trouve ça très intéressant. On a dû beaucoup travailler parce que c'était un fleuve d'entretien, 7 personnes différentes. Donc, on a vraiment, avec Amanda, beaucoup travaillé pour la rendre lisible et avec... Marie, oui, tout le monde, ouais, et Sylvie aussi, et moi-même, pour le rendre compréhensible, parce qu'ils avaient des choses à dire très intéressantes, mais c'était de l'oral, donc, mais je vous le recommande aussi. Ça, c'est par rapport à la critique. Ça s'appelle Festivales Suspendidos, Práctica Crítica Distendida, que c'est un bon titre. Je ne sais pas si c'est Amanda qui l'a trouvé. Ah. Voilà. Une rencontre qui a eu lieu en visio. Exactement. L'année de la pandémie. Voilà, l'année En 2020. Oui, très intéressant par rapport à ce moment. Et merci justement de l'avoir transcrit dans la revue. Oui, ils l'ont retranscrit, mais avec beaucoup de coups de On ciseaux, aurait dû le faire l'année dernière, on n'a pas pu, hein, Oui, mais bon, parce que c'était impossible. Ouais. ça existe et c'est chouette que ça. Ouais, qu'il y ait une trace. Oui, ouais, complètement d'accord. Ouais, ouais. Non, ça a été. Et là, c'est bien. On a pu l'ordonner différemment pour comprendre ce qui s'est passé avec les questions d'Amanda. Ouais. Oui, on nous demande parfois si effectivement la revue Cinéma d'Amérique latine est la revue du festival. Alors, non, c'est quelque chose de très différent dans la mesure où elle est complètement autonome. Alors, il se trouve que quelquefois, elle est en lien très direct par certains articles qui rattachent la revue à la présence de cinéastes, à la présence du programme de l'année. Mais certaines années, la revue s'en sépare aussi radicalement, dans la mesure où quelquefois, les articles qui paraissent font davantage état de l'actualité de ces pays que du programme du festival. Mais cette année, par exemple, il y a, qui la rattache au programme, par exemple, une excellente analyse de l'œuvre de Tatiana Hueso, dans le second article, fait par un universitaire mexicain, donc qui est vraiment excellent. Et le premier article qui reprend en fait les 50 ans du coup d'État au Chili est très intéressant parce que il fait la différence avec l'image transportée au moment où bien sûr n'existaient pas les réseaux sociaux. Il n'y avait que l'image fixe des photographes ou l'image animée des documentaristes présents sur le lieu, et comment cette image est devenue à placer le coup d'État chilien comme un événement mondial grâce à ces images, bien sûr. Aujourd'hui, je suppose qu'avec les réseaux sociaux, tout eût été différent, bien sûr. Mais voilà, à cette époque-là, c'était ces images-là. Et l'article est vraiment très bien retrace cette historique.
Et je peux signaler peut-être 2 articles qui m'ont particulièrement intéressé. C'est l'article de Viviane Pistache, que j'ai trouvé entre un article presque... entre un article militant et un article vraiment décisif sur la maison de production Film de Plástico. Et le deuxième article, qui se trouve être un article brésilien, c'est le très bel article de Luis Fernando Carvalho sur sa propre série, qui a fait une série télévisée au Brésil. Je ne sais pas, Sylvie, tu pourras nous le dire, si elle peut être disponible en Europe. Donc, sur une série qui s'appelle Independencias, sur le moment de l'indépendance brésilienne, et juste après, donc début 19e, 1830. Donc, les 2 articles sont vraiment... c'est très, très intéressant. C'est le regard également d'un cinéaste sur sa propre production et sur... la représentation de l'indépendance par l'image brésilienne. Donc il fait une analyse vraiment très intéressante de ce phénomène. On essaiera de voir si on peut se procurer par un biais légal ou clandestin les films d'indépendance. Oui, Jacques soulignait que la revue et le festival, c'est pas la même chose du tout. Hein. Enfin, la seule chose qui est comparable, c'est que je suis président de l'association, du festival et du comité de rédaction de la revue. Mais ça, c'est uniquement couverture juridique. En fait, non, on a 2 comités très différents. Hein. C'est Jacques qui, avec Sylvie et Lorena, anime le comité de rédaction de la revue, alors que c'est d'autres personnes qui s'occupent de la programmation des films, des différentes sections de films. Peut-être que pendant le festival, la revue est en vente directement sur le lieu, cours de la Cinémathèque à l'entrée, à l'accueil du public, et également dans le hall de la Cinémathèque, où nous avons une table qui présente les anciens numéros ainsi que le numéro de l'année. Et sinon, toute l'année est en vente à Ombre Blanche ici, la partie librairie de cinéma juste derrière, dans la rue Gambetta, et Terra Nova, donc également la librairie un peu plus loin, toujours rue Gambetta. Vous venez d'entendre une table ronde enregistrée le 25 mars 2023 à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la 35e édition des Rencontres des cinémas d'Amérique latine à Toulouse du 24 mars au 2 avril et de la publication du 31e numéro de la revue Cinéma d'Amérique latine. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.